Vers 800 avant notre ère, un phénomène bouleverse la Gaule. Dans les ateliers des forgerons, les flammes atteignent des températures jamais vues. Les fours perfectionnés permettent enfin de travailler un métal plus dur que le bronze, un matériau qui va tout transformer. Le fer arrive. Cette révolution technique ne surgit pas du néant. Depuis l'Anatolie, où les premiers forgerons maîtrisent ce métal dès 1200 avant notre ère, la connaissance circule lentement vers l'ouest. Elle traverse la Méditerranée, remonte par les vallées, portée par les marchands et les artisans qui voyagent de région en région. Quand elle atteint l'Europe de l'Ouest, 3 siècles plus tard, elle transforme radicalement les sociétés celtes. Les premiers objets en fer découverts en Gaule datent du 8e siècle avant notre ère, dans l'est du territoire. Ce sont d'abord des parures, des fibules, quelques outils. Rien de spectaculaire, mais les forgerons gaulois comprennent rapidement le potentiel de ce nouveau matériau. Contrairement au bronze qui nécessite du cuivre et de l'étain, 2 métaux souvent rares et coûteux, le minerai de fer abonde dans le sol gaulois. Les gisements se trouvent partout, dans le Morvan, en Sarthe, dans l'Yonne, en Normandie. Cette disponibilité change la donne. La technique reste complexe. Pour extraire le fer du minerai, il faut chauffer celui-ci dans des bas fourneaux à plus de 1000 degrés. Le charbon de bois brûle en quantité massive. Les forgerons soufflent l'air avec des soufflets en peau pour atteindre la température requise. Ils obtiennent une masse spongieuse qu'ils martèlent pendant des heures pour en chasser les impuretés. Le métal ainsi obtenu est ensuite travaillé, forgé, trempé dans l'eau froide pour le durcir. Ce processus demande un savoir-faire considérable, transmis de maître à apprenti dans le secret des ateliers. Les premiers siècles de l'âge du fer en Gaule correspondent à ce qu'on appelle la période de Hallstatt, du nom d'un site autrichien où des milliers d'objets ont été découverts. Entre 800 et 450 avant notre ère, cette culture s'impose dans toute l'Europe celtique. Elle se caractérise par une organisation sociale de plus en plus hiérarchisée. Les chefs de clan enterrés sous d'imposants tumulus possèdent désormais de grandes épées en fer, des chars à 4 roues, des bijoux somptueux en or et en bronze. Les fouilles archéologiques révèlent leur richesse, vases en bronze importés de Grèce, perles d'ambre venues de la Baltique, tissus précieux. Ces aristocrates contrôlent les routes commerciales, taxent les marchands qui traversent leur territoire, accumulent les richesses. Le fer transforme d'abord l'agriculture. Les outils en bronze trop mous s'émoussaient rapidement. Les fossiles en fer gardent leurs tranchants beaucoup plus longtemps. Les socs d'arère en fer permettent de labourer des terres plus lourdes, plus argileuses, qui résistaient aux outils de bronze. Les haches en fer abattent les arbres plus facilement, ouvrant de nouvelles terres à la culture. Les couteaux, les serpettes, les houes, tous ces instruments qui rythment le quotidien des paysans gagnent en efficacité. La production agricole augmente. Plus de nourriture signifie plus de population, plus d'artisans libérés des travaux des champs, plus de soldats disponibles pour la guerre, car le fer révolutionne surtout l'art militaire. Les premières épées en fer apparaissent au 7e siècle avant notre ère. Elles mesurent entre 60 et 80 cm, possèdent une lame droite à double tranchant. Ces armes sont encore rares, réservées aux guerriers de haut rang. Mais au vieux siècle, quand débute la période de l'Athènes, tout change. Les forgerons maîtrisent parfaitement le fer. Ils produisent des lames plus longues, jusqu'à 1 mètre, des épées magnifiques, dont certaines portent des décorations sophistiquées. Ces armes ne servent pas qu'à tuer. Elles symbolisent le statut social de leur propriétaire, sa valeur au combat, son appartenance à l'élite guerrière. La société gauloise de l'âge du fer repose sur la guerre. Ce n'est pas une exagération. Les textes grecs et latins, les découvertes archéologiques, tout confirme cette militarisation croissante. Mais attention, il ne s'agit pas d'une barbarie désorganisée. Les Gaulois développent une culture militaire raffinée, des tactiques élaborées, un armement de qualité. L'aristocratie guerrière domine la société. Ces hommes s'entraînent au combat dès l'enfance. Ils apprennent à manier l'épée, la lance, le javelot. Ils montent à cheval, conduisent des chars. Leur richesse leur permet d'acheter le meilleur équipement. Épées forgées par les artisans les plus réputés, cottes de mailles qui protègent le torse, casques en bronze ornés de figures animales, boucliers décorés. Certains guerriers portent des torques en or, ces colliers massifs qui signalent leur rang. Mais un guerrier gaulois ne combat jamais seul. Il s'entoure d'une clientèle, des hommes qui lui doivent fidélité en échange de protection et de richesse. Ses clients combattent à ses côtés, forment sa garde personnelle. Les plus puissants aristocrates entretiennent des dizaines, parfois des centaines de guerriers.
Dumnorix, un noble éduin mentionné par César, dispose d'une cavalerie permanente à son service. Cette organisation crée des liens de dépendance qui structurent toute la société. L'équipement militaire évolue considérablement entre le début et la fin de l'âge du fer. Au 8e siècle, les guerriers portent encore principalement du bronze. 3 siècles plus tard, le fer domine. Les lances restent l'arme principale sur le champ de bataille. Légères, peu coûteuses en métal, efficaces, elles équipent la majorité des combattants. Le fer de lance mesure entre 20 et 40 cm, fixé sur une hampe de bois de 2 à 3 mètres. Certains peuples tirent leur nom des arbres qu'ils utilisent pour ces hampes. Les lémovis de l'orme, les éburons de l'if, les javelots complètent l'arsenal. Ces armes de jet, lancées à courte portée avant le choc, mesurent environ 2 mètres. Elles transpercent les boucliers ennemis, blessent les premiers rangs. Les Gaulois les utilisent massivement dans leur tactique de combat. L'infanterie lance plusieurs volées de javelots avant de charger avec les lances et les épées. L'épée gauloise mérite qu'on s'y attarde. Les forgerons celtes créent des armes exceptionnelles. Ils maîtrisent des techniques de corroyage qui mélangent différents types d'acier, créant des lames souples mais résistantes. Certaines épées portent des motifs créés par le martelage et le traitement chimique du métal. Ces décorations ne sont pas que décoratives. Elles prouvent le savoir-faire du forgeron, augmentent le prestige de l'arme. Au IIIe siècle avant notre ère, l'épée gauloise s'allonge considérablement. Cette évolution répond à un changement tactique majeur, le développement de la cavalerie. Une longue épée, maniée depuis un cheval, permet de frapper les fantassins d'en haut. Elle devient l'arme des aristocrates montés, symbole de leur domination. Ces épées mesurent désormais entre 85 et 100 cm, parfois plus. Elles pèsent environ 1 kg, un poids important mais gérable pour un guerrier entraîné. Les fourreaux qui protègent ces épées sont eux-mêmes des œuvres d'art. Fabriqués en fer, parfois en bronze, ils portent des décorations complexes. Entrelacs, figures géométriques, animaux stylisés. L'art celtique s'exprime dans ces objets du quotidien guerrier. Les guerriers suspendent leur épée sur le côté droit du corps grâce à un baudrier, un système de lanières qui devient une spécialité gauloise, admirée même par les Romains. Le bouclier constitue l'élément défensif principal. De forme ovale, mesurant environ 1,20 mètres de haut, il est fabriqué en bois, recouvert parfois de cuir. Au centre, un ambo en fer protège la main qui tient la poignée. Léger, maniable, ce bouclier permet aux guerriers de se déplacer rapidement tout en se protégeant. La philosophie militaire gauloise privilégie la mobilité sur la protection lourde. Contrairement aux Grecs qui développent des armures complètes, les Gaulois préfèrent rester agiles. Seuls les chefs et les guerriers les plus riches portent des armures métalliques. La cotte de maille apparaît au IIIe siècle avant notre ère. Cette invention celtique, constituée de milliers d'anneaux de fer entrelacés, protège efficacement contre les coups tout en restant relativement souple. Sa fabrication demande un travail colossal. Pour produire une seule cotte, un artisan doit forger et assembler environ 20 000 anneaux. Le coût est prohibitif. Seule l'élite peut se l'offrir. Les casques suivent la même logique. Les premiers sont en bronze, ornés de crêtes, de cornes, de figures animales destinées à impressionner l'ennemi. Au Ie siècle avant notre ère, les casques en fer deviennent plus courants, mais restent l'apanage des nobles. La masse des guerriers combat tête nue ou protégée d'un simple bonnet de cuir. Au IIe siècle avant notre ère, une transformation majeure bouleverse l'art militaire gaulois. Les chars de guerre, utilisés depuis des siècles, cèdent progressivement la place à une cavalerie montée. Ce changement, apparemment technique, restructure profondément la société et la guerre. Les Gaulois utilisent les chars depuis l'âge du bronze. Ces véhicules à 2 roues, tirés par 2 chevaux, transportent un conducteur et 1 ou 2 guerriers. Sur le champ de bataille, ils servent à transporter rapidement les combattants, à les déposer là où le combat fait rage. Les guerriers descendent alors et combattent à pied. Le char permet aussi de fuir rapidement si la situation tourne mal. Mais ces véhicules coûtent cher, nécessitent un entretien constant, un savoir-faire particulier pour les construire et les conduire. La cavalerie montée offre plus de souplesse. Un cavalier peut charger directement l'ennemi sans descendre de sa monture. Il peut poursuivre les fuyards, harceler les flancs d'une armée, reconnaître le terrain. Cette flexibilité tactique séduit l'aristocratie militaire. Mais pour que la cavalerie devienne vraiment efficace, plusieurs innovations techniques sont nécessaires. La première est la selle. Les Gaulois développent une selle particulière, dite à cornes, qui offre une assise stable aux cavaliers. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les étriers n'existent pas encore. Ils n'apparaîtront que plusieurs siècles plus tard, importés d'Asie. Sans étrier,
Le cavalier doit serrer les flancs du cheval avec ses jambes et s'appuyer sur les pommelles de la selle. Cette position demande un entraînement intensif. L'éperon devient un outil essentiel. Ces pics métalliques fixés au talon du cavalier permettent de diriger et d'accélérer le cheval. Les éperons gaulois sont souvent décorés, travaillés avec soin. Ils signalent le statut de cavalier d'élite. La longue épée prend alors tout son sens. Depuis sa monture, le guerrier frappe de taille, c'est-à-dire en balayant l'arme horizontalement. La pointe de l'épée perd son utilité. Les forgerons produisent donc des lames longues, sans pointe acérée, conçues uniquement pour frapper de côté. Ces armes, maniées par un cavalier lancé au galop, peuvent trancher un bras, fendre un crâne. Mais le changement le plus important concerne les chevaux eux-mêmes. Les petits chevaux gaulois, qui mesurent entre 1,10 et 1,30 mètres au garrot, ne suffisent plus. Pour porter un guerrier en armure, chargé efficacement, il faut des animaux plus grands, plus puissants. Les aristocrates importent des chevaux d'Espagne et d'Italie, des bêtes qui atteignent 1,60 mètres au garrot. César mentionne que les Gaulois paient ces animaux à prix d'or. Seule l'élite peut se les offrir. Cette évolution vers une cavalerie lourde nécessite une organisation sociale particulière. Un cavalier ne peut pas entretenir seul son équipement. Il a besoin de servants, d'écuyers qui s'occupent du cheval, nettoient l'armure, portent les armes de rechange. Apparaît alors le système de la trimarcisia, le trinôme de cavalerie. Un cavalier d'élite, les quitte, s'entoure de 2 serviteurs d'armes, les embactes. Ces hommes, libres mais dépendants, accompagnent leur maître au combat, le ravitaillent, le remplacent. Si son cheval est tué, cette organisation coûte cher. Seuls les aristocrates les plus riches peuvent entretenir une cavalerie permanente. Ils y consacrent l'essentiel de leurs revenus. En échange, ils acquièrent un pouvoir militaire considérable. Une charge de cavalerie lourde, menée par des guerriers entraînés sur de grands chevaux, peut briser une ligne d'infanterie. Les cavaliers deviennent l'arme décisive sur les champs de bataille gaulois. Au milieu du 1er siècle avant notre ère, lors de la guerre contre Rome, Vercingétorix dispose d'environ 15 000 cavaliers d'élite. C'est une force considérable. Ces hommes forment le fer de lance de l'armée gauloise. Ils harcèlent les légions romaines, coupent leurs lignes de ravitaillement, protègent les retraites. César lui-même doit faire appel à des cavaliers germains qu'il recrute et paie grassement pour contrer la cavalerie gauloise. Mais cette excellence a un prix. Quand César parvient à affaiblir la cavalerie gauloise, à travers plusieurs batailles meurtrières, Vercingétorix perd sa principale force. Il doit alors adopter une stratégie défensive, concentrer ses troupes dans des places fortifiées. La mobilité, l'atout majeur des Gaulois, disparaît. La défaite devient inévitable. Vers la fin du IIe siècle avant notre ère, un phénomène urbain sans précédent transforme la Gaule. En quelques décennies, plus de 200 sites fortifiés surgissent dans toute l'Europe celtique. Ces oppida, comme les appellent les Romains, sont de véritables villes. Certaines couvrent plusieurs centaines d'hectares, abritent des milliers d'habitants. Cette urbanisation rapide marque une rupture dans l'organisation du territoire. Jusque-là, les Gaulois vivaient dispersés dans des fermes, des hameaux, quelques villages. Le pouvoir s'exerçait de manière diffuse, à travers des réseaux de clientèle. Avec les oppidas, le pouvoir se concentre. Ces villes deviennent des centres politiques, économiques, religieux. Bibracte illustre parfaitement ce phénomène. Située sur le mont Beuvray, dans le Morvan, cette ville est la capitale des Éduans, l'un des peuples les plus puissants de Gaule. Le site occupe les hauteurs, à plus de 800 mètres d'altitude. Ce choix n'est pas anodin. La position dominante offre un avantage défensif évident, mais aussi un symbole de pouvoir. De Bibracte, on voit loin, on contrôle les vallées environnantes. Les remparts qui entourent Bibracte mesurent plus de 5 km. Ils protègent une superficie de 135 hectares. Leur construction mobilise des ressources colossales. Pour le rempart le plus récent, les bâtisseurs utilisent 50 000 clous en fer, soit 30 tonnes de métal. Ils abattent des centaines d'arbres, déforestent une centaine d'hectares pour obtenir le bois nécessaire. Des milliers d'hommes travaillent pendant des mois pour édifier ces fortifications. Le système défensif repose sur le Murus Gallicus, le mur gaulois. César décrit précisément cette technique dans ses commentaires. On construit d'abord un cadre en bois, des poutres horizontales et verticales qui forment une structure géométrique. On fixe ces poutres avec d'énormes clous en fer, puis on remplit les espaces avec de la terre et des pierres. Les parois extérieures sont revêtues de pierres taillées. Ce système crée un mur extrêmement solide, capable de résister aux béliers et même aux mines. Le bois donne de la souplesse, absorbe les chocs. La pierre et la terre offrent la masse. Contrairement à ce que certains historiens ont longtemps pensé,
ces remparts ne sont pas que symboliques. Ils servent réellement à la défense. Leur conception répond aux techniques de siège de l'époque. Les portes monumentales, comme la porte du Rebou à Bibracte, sont conçues pour canaliser les attaquants dans des zones étroites où les défenseurs peuvent les cribler de projectiles. Des tours flanquent certaines sections permettant des tirs de flanc. L'ensemble forme un système défensif cohérent. Mais le rempart remplit aussi d'autres fonctions. Il marque la limite entre la ville et la campagne, entre l'espace civilisé et le monde extérieur. Il affirme le pouvoir de la communauté qui l'a construit. Un tel ouvrage demande une organisation sociale complexe. Il faut réquisitionner la main-d'œuvre, coordonner les travaux, nourrir les ouvriers, produire le fer en quantité massive. Seule une autorité forte peut mobiliser de telles ressources. À l'intérieur des remparts, la ville s'organise par quartiers. À Bibracte, une voie centrale traverse l'oppidum, reliant les principales portes. Les quartiers artisanaux se concentrent près de certaines entrées, là où arrivent les matières premières. On y trouve des forges, des ateliers d'émailleurs, des bronziers. Les archéologues ont découvert des quantités impressionnantes de scories de fer, ces résidus de la métallurgie. Certains ateliers produisent en série des fibules, ces broches qui servent à attacher les vêtements. D'autres fabriquent des pièces de monnaie frappant l'or et le bronze. Les riches de mœurs aristocratiques occupent les emplacements privilégiés, souvent près du sommet. Ces maisons, construites en pierre et en bois, tranchent avec les habitations modestes du commun. Elles possèdent plusieurs pièces, des toits de tuiles, parfois des décorations inspirées de l'architecture romaine. Les fouilles ont révélé des fragments de fresques, des mosaïques, des objets de luxe importés de Méditerranée. Les espaces sacrés tiennent une place importante dans l'oppidum. À Bibracte, un sanctuaire d'un hectare se trouve au sommet du mont. Entouré d'une palissade et de fossés, ce Nemeton accueille les cérémonies religieuses. Les druides y officient, consultent les dieux, rendent la justice. La religion imprègne tous les aspects de la vie gauloise. Les sources, les fontaines sont sacralisées. On y jette des offrandes, des pièces de monnaie, des objets précieux pour s'attirer les faveurs divines. La vie quotidienne, dans un oppidum comme Bibracte, bat à un rythme intense. Les marchés se tiennent régulièrement, attirant les paysans des campagnes environnantes. Ils viennent vendre leurs surplus agricoles, acheter des outils en fer, des poteries, des tissus. Les artisans offrent leurs services, réparation d'armes, fabrication de bijoux, tannage du cuir. Les tavernes proposent de la cervoise, cette bière à base d'orge que les Gaulois consomment en quantité. La population des Oppidas reste difficile à estimer. Pour Bibracte, les archéologues proposent entre 5 000 et 10 000 habitants permanents. Ce chiffre peut doubler lors des grandes foires ou des assemblées politiques quand affluent les gens des campagnes. Cette concentration humaine pose des problèmes d'approvisionnement. Il faut nourrir toutes ces bouches, acheminer l'eau potable, gérer les déchets. Les Oppidas développent des systèmes sophistiqués de fontaines, de citernes, de canalisation. L'organisation politique varie selon les peuples. Chez les Éduins, un magistrat élu annuellement, le Vergobret, exerce le pouvoir exécutif et judiciaire. Il ne peut pas quitter le territoire pendant son mandat, ne peut pas exercer 2 mandats consécutifs. Un Sénat composé de nobles contrôle les décisions importantes. Cette structure rappelle les institutions romaines, ce qui n'est pas un hasard. Les Éduins entretiennent des relations diplomatiques étroites avec Rome dès le IIe siècle avant notre ère. D'autres peuples fonctionnent différemment. Certains restent gouvernés par des rois héréditaires. D'autres développent des systèmes oligarchiques où plusieurs familles se partagent le pouvoir. Mais partout, l'aristocratie domine. Les nobles contrôlent la terre, les mines, les routes commerciales. Ils entretiennent des clientèles de guerriers, d'artisans, de paysans qui leur doivent fidélité. Ce système crée une société profondément hiérarchisée. L'âge du fer s'accompagne d'un essor commercial sans précédent. Les Gaulois ne vivent pas en autarcie, loin de là. Ils commercent avec tout le monde méditerranéen, importent massivement certains produits, exportent leurs propres richesses. Le vin italien occupe une place centrale dans ce commerce. Dès la fin du IIe siècle avant notre ère, les amphores vinaires affluent vers la Gaule. Ces grands récipients en terre cuite, pointus à la base pour faciliter leur empilage dans les navires, transportent dans 20 et 30 litres de vin. Les navires déchargent leur cargaison dans les ports de Méditerranée, notamment Narbonne. De là, les amphores remontent les vallées fluviales, transportés sur des charrettes ou des bateaux à fond plat. Les quantités importées sont phénoménales. À Bibracte, les archéologues ont compté des dizaines de milliers de fragments d'amphores. Sur l'oppidum de Vieille-Toulouse, une étude détaillée a permis de calculer qu'environ 754 hectolitres de vin ont été consommés sur un siècle et demi,
soit environ 500 litres par an. Ces chiffres peuvent sembler modestes, mais ils concernent une seule zone d'habitation. Multipliés par tous les sites gaulois, ils représentent des millions d'amphores. Ce commerce du vin n'est pas anodin. Il structure des réseaux commerciaux, enrichit certains aristocrates, crée des dépendances. Les nobles gaulois organisent des banquets où le vin coule à flot. Ces festins remplissent plusieurs fonctions. Ils affirment le statut social de l'hôte, renforcent les liens de clientèle, permettent de discuter politique et stratégie. Le vin, boisson exotique et prestigieuse, devient un symbole de pouvoir. Les marchands italiens s'installent dans les oppidats gaulois. César mentionne leur présence à Chalon-sur-Saône, à Orléans. Ces négociateurs servent d'intermédiaires, achètent les produits gaulois, vendent les marchandises méditerranéennes. Parfois, les tensions avec la population locale tournent mal. À Orléans, en 52 avant notre ère, les habitants massacrent les marchands romains présents dans la ville. Cet événement déclenche une escalade qui mène à la guerre ouverte. Mais que vendent les Gaulois en échange du vin et des autres produits importés? D'abord des matières premières, le fer, évidemment. La Gaule est le pays du fer, comme le notent plusieurs auteurs antiques. Les mines sont nombreuses, la production abondante. Les lingots de fer gaulois s'exportent vers l'Italie, vers l'Espagne. L'or également. Le Limousin possède des gisements aurifères importants. Les Gaulois maîtrisent les techniques d'extraction, récupèrent l'or dans les rivières par orpaillage, creusent des galeries pour atteindre les veines les plus riches. Les produits agricoles constituent une autre source de richesse. La Gaule produit des céréales en quantité. Ces terres fertiles, mieux exploitées grâce aux outils en fer, donnent des rendements élevés. Le blé, l'orge, le seigle s'exportent. Le porc salé gaulois jouit d'une excellente réputation dans tout le monde romain. Les éleveurs gaulois maîtrisent les techniques de conservation, salent la viande qui peut alors se transporter sur de longues distances sans pourrir. L'artisanat gaulois se distingue par sa qualité. Les forgerons produisent des armes réputées, vendues même aux Romains. Les textiles gaulois, tissus de laine aux couleurs éclatantes, trouvent des acheteurs dans toute la Méditerranée. Les Gaulois excellent dans la teinture, utilisent des plantes locales pour obtenir des rouges profonds, des bleus lumineux, des verts intenses. Les tonneliers inventent le tonneau en bois cerclé de fer, une révolution pour le transport des liquides. Cette invention gauloise finira par remplacer les amphores dans tout l'Empire romain. L'apparition de la monnaie au IIe siècle avant notre ère facilite considérablement ces échanges. Avant, les Gaulois pratiquèrent le troc, échangèrent des biens contre d'autres biens. Ce système fonctionne pour des échanges simples, mais devient vite complexe quand il s'agit de commercer sur de longues distances. La monnaie résout ce problème. Elle permet d'évaluer précisément la valeur des marchandises, facilite les transactions, peut être thésaurisée. Les peuples gaulois frappent leur propre monnaie. Au début, ils copient les pièces grecques et romaines, notamment les statères d'or macédoniens. Mais rapidement, ils développent un style original. Les graveurs créent des motifs complexes, stylisent les figures humaines et animales, produisent des pièces magnifiques. Certaines monnaies portent le nom du magistrat qui les a fait frapper, d'autres celui du peuple émetteur. Ces pièces circulent loin de leur lieu d'émission, témoignant de l'intensité des échanges. La zone du denier couvre une large partie de la Gaule centrale et orientale. Dans cette région, les peuples utilisent le denier romain comme monnaie de référence. Cette unification monétaire, la première en Gaule indépendante, facilite le commerce entre les différents peuples. Elle révèle aussi l'influence croissante de Rome, même avant la conquête militaire. L'économie précède souvent la politique. Certains aristocrates gaulois s'enrichissent considérablement grâce au commerce. Dumnorix, ce noble éduin déjà mentionné, contrôle les portorias, les taxes sur le commerce, d'un quart du territoire éduin. Cette position lui rapporte des fortunes colossales. Il utilise cet argent pour entretenir sa cavalerie privée, acheter des soutiens politiques, comploter contre ses rivaux. Le commerce crée des fortunes, mais aussi des tensions. Les luttes pour le contrôle des routes commerciales, des ports, des péages alimentent les conflits entre aristocrates, parfois entre peuples entiers. Au-delà de ces applications techniques, le fer transforme profondément la société gauloise. Il crée de nouvelles hiérarchies, de nouveaux métiers, de nouvelles formes de pouvoir. Les forgerons acquièrent un statut particulier. Leur savoir-faire, transmis de maître à apprenti dans le secret des ateliers, les place à part. Ils ne sont pas de simples artisans. Ils possèdent un pouvoir presque magique, celui de transformer le minerai en métal, de créer des objets qui peuvent donner la vie ou la mort.
Dans certaines cultures celtiques, les forgerons sont associés aux dieux, bénéficient d'une protection particulière. On ne tue pas un forgeron, même en temps de guerre. Son savoir est trop précieux. L'organisation du travail dans les ateliers révèle une spécialisation croissante. À Bibracte, les fouilles ont mis au jour différents types d'ateliers. Certains se concentrent sur la réduction du minerai, transforment le minerai en fer brut. D'autres s'occupent du forgeage, produisent des objets finis. Certains artisans se spécialisent dans la fabrication des armes, d'autres dans les outils agricoles, d'autres encore dans les objets de parure. Cette division du travail augmente la productivité, améliore la qualité. Les mines de fer structurent des régions entières. Dans l'Yonne, en Sarthe, dans le Morvan, des zones minières emploient des centaines d'hommes. L'extraction du minerai, son transport vers les ateliers, la production du charbon de bois nécessaire à la métallurgie, tout cela crée une économie spécifique. Les villages de mineurs et de charbonniers se développent. Les propriétaires des mines, souvent des aristocrates, accumulent des richesses considérables. La maîtrise du fer renforce également le pouvoir politique. Un chef capable d'équiper ses guerriers avec les meilleures armes, de leur fournir des armures, augmente considérablement sa puissance militaire. Les oppidas qui abritent d'importants centres métallurgiques disposent d'un avantage stratégique. Ils peuvent produire rapidement des armes en cas de guerre, réparer l'équipement endommagé, innover dans les techniques de fabrication. Cette importance militaire du fer explique pourquoi César s'intéresse tant aux mines gauloises. Dans ses commentaires, il mentionne les activités métallurgiques de certains peuples, notamment les bituriges. Après la conquête, les Romains prennent le contrôle des principales zones minières. Ils modernisent l'exploitation, introduisent de nouvelles techniques, augmentent la production. La Gaule devient l'une des principales sources de fer de l'Empire. L'âge du fer voit aussi se développer une classe de marchands professionnels. Ces hommes ne sont ni des guerriers ni des artisans. Ils voyagent de ville en ville, achètent et revendent des marchandises, prennent des risques calculés. Certains s'enrichissent, deviennent influents, épousent des filles de l'aristocratie. D'autres font faillite, perdent tout. Cette classe marchande, minoritaire mais active, contribue à la circulation des biens et des idées. Les esclaves jouaient également un rôle économique important. Les guerres incessantes fournissent un flux constant de prisonniers, réduits en esclavage. Ces hommes et ces femmes travaillent dans les mines, les champs, les ateliers. Certains sont vendus aux marchands méditerranéens, exportés vers Rome ou la Grèce. L'esclavage constitue l'une des bases de l'économie gauloise, comme de toutes les sociétés antiques. L'âge du fer n'est pas une période pacifique. Les textes anciens et l'archéologie révèlent des conflits constants. Mais ces guerres ne sont pas anarchiques. Elles suivent des règles, des rituels, s'inscrivent dans une culture militaire sophistiquée. Les causes de ces conflits sont multiples. D'abord, les rivalités entre aristocrates. Dans une société où le prestige se mesure au nombre de guerriers qu'on peut entretenir, aux richesses qu'on accumule, la compétition est féroce. Les chefs s'affrontent pour le contrôle des terres, des mines, des routes commerciales. Ces luttes peuvent rester limitées, opposer les clientèles de deux nobles, ou dégénérer en guerre, impliquant des peuples entiers. Les conflits entre peuples gaulois sont également fréquents. Les frontières entre territoires ne sont pas toujours claires. Les zones de pâturage, les forêts où on chasse, les gués sur les rivières deviennent des enjeux de dispute. Un incident mineur peut dégénérer, un troupeau volé, un marchand rançonné, un mariage rompu. Les Gaulois ont le sang chaud, comme le notent les observateurs antiques. Ils répondent rapidement aux affronts, réels ou imaginaires. Les raids constituent une forme courante de conflit. Un chef rassemble ses guerriers, attaque un village voisin, pille les richesses, ramène du bétail et des prisonniers. Ces expéditions permettent aux jeunes guerriers de prouver leur valeur, d'acquérir du prestige et du butin. Elles entretiennent aussi un climat de violence endémique. Les villages exposés doivent maintenir des guetteurs, des palissades, être prêts à se défendre à tout moment. Les batailles rangées, opposant de grandes armées, restent plus rares. Elles nécessitent une mobilisation importante, coûtent cher en hommes et en matériel. Avant d'en arriver là, les peuples tentent généralement de négocier, d'envoyer des émissaires, de trouver un accord. Les druides jouent souvent un rôle de médiateur. Leur statut sacré leur permet de circuler librement, même en territoire ennemi. Ils proposent des arbitrages, des compensations financières pour éviter l'affrontement. Quand la guerre devient inévitable, elle se déroule selon des codes précis. Les armées se rassemblent à une date et un lieu convenus. Les guerriers, avant le combat, lancent des défis, insultent l'ennemi, chantent des hymnes de guerre. Certains sortent des rangs et proposent des duels singuliers.
Ces affrontements individuels, très codifiés, permettent de résoudre le conflit sans engager toutes les forces. Si l'un des camps accepte le duel et que son champion perd, il peut reconnaître sa défaite et éviter une bataille plus meurtrière. Sur le champ de bataille, les Gaulois utilisent la formation en phalange pour leur infanterie. Les guerriers se regroupent en rangs serrés, boucliers imbriqués, lances pointées vers l'avant. Cette formation, empruntée aux Grecs, offre une bonne protection et une puissance de choc importante. Mais elle demande de la discipline et de l'entraînement. Les Gaulois maîtrisent cette tactique, même si les Romains les accuseront plus tard de manquer d'organisation. La cavalerie intervient sur les flancs, cherche à déborder l'ennemi, attaque les archers et les troupes légères. Les chars, quand ils sont encore utilisés, servent principalement au transport et à l'intimidation. Le bruit des roues, les cris des chevaux, l'apparence spectaculaire de ces véhicules déstabilisent l'adversaire. Les armes de jet jouent un rôle croissant. Au Vieux siècle avant notre ère, l'archéologie révèle une augmentation spectaculaire du nombre de pointes de flèches retrouvées. Les Gaulois, qui méprisaient traditionnellement le combat à distance, développent des unités de frondeurs et d'archers. Ces troupes légères harcèlent l'ennemi, affaiblissent ses rangs avant le choc. Après la bataille, le traitement des vaincus varie. Certains prisonniers sont réduits en esclavage, vendus. D'autres sont échangés contre rançon. Les nobles capturés bénéficient généralement d'un traitement correct dans l'espoir de négocier leur libération. Mais les guerriers ordinaires, sans valeur marchande, peuvent être exécutés. Les sanctuaires gaulois révèlent des pratiques troublantes. Des armes ennemies sont empilées, des ossements humains mélangés aux restes d'animaux sacrifiés. La violence rituelle se mêle à la violence guerrière. Le fer imprègne aussi la sphère religieuse. Les Gaulois croient que les métaux possèdent des propriétés magiques, qu'ils sont liés aux divinités souterraines, celles qui contrôlent les richesses de la terre. Les druides occupent une place centrale dans la société gauloise. Ces prêtres philosophes-juges détiennent le savoir religieux, mais aussi juridique et scientifique. Ils passent des années à mémoriser les traditions orales, les généalogies, les lois. Ils ne veulent rien écrire, conservent tout dans leur mémoire. Cette transmission orale garantit leur pouvoir. Seuls eux connaissent les rituels exacts, les formules sacrées, les jugements des dieux. Les sanctuaires gaulois ne ressemblent pas aux temples grecs ou romains. Ce sont souvent des espaces naturels sacralisés. Une clairière au cœur d'une forêt, une source, un sommet de colline. On y délimite un enclos, parfois entouré d'une palissade, de fossés. À l'intérieur, peu de construction. Les cérémonies se déroulent en plein air, sous les arbres sacrés, près des eaux vives. Les offrandes révèlent l'importance du métal dans le culte. Les fidèles jettent des armes dans les lacs sacrés, enterrent des bijoux près des sources, déposent des pièces de monnaie dans les sanctuaires. Ces objets sont volontairement détruits avant d'être offerts. Les épées sont tordues, les boucliers percés, les fibules brisées. Cette destruction rituelle retire l'objet du monde des vivants, le consacre aux dieux. Les sacrifices humains, mentionnés par les auteurs antiques avec horreur, font probablement partie des pratiques religieuses gauloises, au moins dans certaines circonstances. Les archéologues ont découvert des squelettes dans des positions rituelles, des crânes exposés dans des sanctuaires. Mais ces pratiques restent exceptionnelles, réservées aux moments de crise grave, guerre, famine, épidémie. Les sacrifices d'animaux, beaucoup plus courants, suffisent généralement à apaiser les divinités. Le forgeron lui-même possède parfois un statut quasi sacré. Dans certaines traditions celtes, le dieu forgeron occupe une place importante dans le panthéon. Il crée les armes divines, forge la foudre, maîtrise le feu et le métal. Les forgerons humains, par extension, bénéficient d'une protection divine. Leur savoir-faire mystérieux, leur capacité à transformer la matière, les rapprochent du sacré. Les fêtes religieuses rythment l'année gauloise. Elles marquent les changements de saison, les moments cruciaux du cycle agricole. Certaines impliquent des rituels guerriers. Les jeunes hommes prouvent leur valeur au combat. Les armes sont bénies. Les chefs renouvellent leurs serments envers leurs guerriers. Le religieux et le militaire se mêlent constamment dans la culture gauloise. Au milieu du 1er siècle avant notre ère, la Gaule indépendante vit ses dernières années. Les tensions internes, les rivalités entre peuples, les ambitions personnelles de certains chefs créent un climat instable. Rome, puissance méditerranéenne en pleine expansion, observe avec intérêt ces divisions. La Gaule du Sud est déjà sous contrôle romain depuis le 2e siècle avant notre ère. La Provincia, la future Provence, sert de pont terrestre entre l'Italie et l'Espagne. Les marchands romains y circulent librement, les villes adoptent le mode de vie romain.
Cette région romanisée exerce une influence croissante sur le reste de la Gaule. Jules César, en 58 avant notre ère, obtient le gouvernement de la Gaule cisalpine et de la Provincia. Officiellement, il doit protéger la frontière. En réalité, il cherche gloire militaire et richesse. La Gaule offre les deux. Ses peuples nombreux et guerriers promettent des victoires spectaculaires. Ses terres fertiles, ses mines, son commerce assurent un butin considérable. Le prétexte de l'intervention vient des Helvètes. Ce peuple suisse décide de migrer vers l'ouest, traverser la Gaule, s'installer en Aquitaine. César refuse de les laisser passer par la Provincia. Il les affronte, les défait, les renvoie sur leur territoire. Mais il ne s'arrête pas là. Il aide les Éduins contre leurs ennemis, puis contre d'autres peuples, étend progressivement son contrôle. La cavalerie gauloise, cette arme redoutable développée pendant des siècles, pose d'énormes problèmes aux légions. Les cavaliers harcèlent les colonnes romaines, coupent les ravitaillements, disparaissent avant que l'infanterie ne puisse les affronter. César doit recruter des cavaliers germains pour contrer cette menace. Ces mercenaires, moins disciplinés mais excellents cavaliers, rééquilibrent les forces. Pendant plusieurs années, César soumet un peuple après l'autre. Certains se rendent sans combattre, impressionnés par la puissance romaine. D'autres résistent, sont vaincus, massacrés ou réduits en esclavage. Les méthodes de César sont brutales. Il ne cherche pas à gagner les cœurs. Il veut terroriser, briser toute velléité de résistance. En 52 avant notre ère, la Gaule se révolte. Un jeune aristocrate Arverne Vercingétorix parvient à unir une grande coalition de peuples. C'est à Bibracte qu'il est proclamé chef de cette alliance. Les Gaulois comprennent enfin qu'ils doivent s'unir pour avoir une chance de vaincre Rome. Vercingétorix adopte une stratégie intelligente. Il refuse la bataille rangée où les légions excellent. Il pratique la terre brûlée, détruit les villages, les récoltes, affame l'armée romaine. Il utilise sa cavalerie supérieure pour harceler constamment l'ennemi. Pendant plusieurs mois, cette tactique fonctionne. César se trouve en difficulté, manque de ravitaillement, perd des hommes. Mais l'unité gauloise reste fragile. Les rivalités entre peuples, entre chefs, persistent. Certains refusent de détruire leur propre ville, espèrent pouvoir les défendre. À Avaricum, contre l'avis de Vercingétorix, les Bituriges décident de résister. César assiège la ville, la prend, massacre toute la population. Sur 40 000 habitants, seuls 800 parviennent à s'enfuir. La cavalerie gauloise, affaiblie par plusieurs défaites, perd son avantage. Vercingétorix doit alors modifier sa stratégie. Il concentre ses forces à Alésia, un oppidum situé sur une colline dominant la plaine. César assiège la place. Les Gaulois tentent une double attaque. Vercingétorix sort d'Alésia pendant qu'une armée de secours attaque les Romains par l'extérieur. Mais César a construit 2 lignes de fortifications concentriques vers l'intérieur et vers l'extérieur. Les attaques gauloises, mal coordonnées, échouent. Vercingétorix, affamé, se rend. La défaite d'Alésia marque la fin de la Gaule indépendante. Quelques révoltes éclatent encore, sont écrasées. César vend des dizaines de milliers de Gaulois en esclavage. Il confisque les terres, impose des tribus écrasants. La Gaule devient une province romaine. Pourtant, l'âge du fer gaulois ne disparaît pas complètement avec la conquête romaine. Son héritage perdure, transforme la Gaule romaine, influence même l'Empire. Les techniques métallurgiques gauloises impressionnent les Romains. Les forgerons gaulois continuent à produire leurs armes réputées, désormais pour équiper les légions. L'armée romaine adopte certaines innovations gauloises. La cotte de maille, qui deviendra l'armure standard des légionnaires, la cavalerie lourde, certains types d'épées. Les oppidas ne sont pas tous abandonnés. Certains deviennent des villes romaines, se dotent de forums, de thermes, d'amphithéâtres. Bibracte elle-même survit quelques décennies avant que ses habitants ne descendent dans la plaine, fondent Autun. D'autres oppidas comme Genève, Lausanne, Besançon évoluent pour devenir des cités importantes. L'artisanat gaulois s'adapte au goût romain tout en conservant sa spécificité. Les émaux champlevé, technique où on incruste du verre coloré dans du métal, connaissent un grand succès. Les bronziers produisent des objets qui mêlent motifs celtiques et formes romaines. Cette fusion crée un art gallo-romain original, synthèse des deux cultures. La métallurgie du fer reste une activité majeure en Gaule romaine. Les mines sont modernisées, la production augmente. La Gaule fournit une part importante du fer utilisé dans l'Empire. Les centres sidérurgiques de Lyon, de la Sarthe,
du Morvan poursuivent leur activité pendant des siècles. L'organisation sociale héritée de l'âge du fer influence aussi la Gaule romaine. Les anciennes aristocraties gauloises, celles qui acceptent la domination romaine, conservent leurs terres, leur prestige. Elles adoptent les modes de vie romains, construisent des villas luxueuses, mais maintiennent aussi certaines traditions celtiques. Leurs fils servent dans l'armée romaine, accèdent parfois à des postes importants dans l'administration impériale. La langue gauloise persiste longtemps dans les campagnes. Le latin s'impose dans les villes, pour le commerce, l'administration, mais les paysans continuent à parler leur langue ancestrale pendant des siècles. Des mots gaulois survivent dans le latin provincial, puis dans le français. Char, charrue, tonneau, bray sont d'origine celtique. La religion gauloise évolue. Les dieux celtes sont assimilés aux dieux romains. Taranis devient Jupiter, Bélénos devient Apollon. Mais sous ces noms latins, les cultes conservent des caractéristiques gauloises. Les sources restent sacrées, les arbres vénérés, les sanctuaires naturels fréquentés. Le syncrétisme gallo-romain mêle les traditions dans une religion composite. Quand l'Empire romain décline, au IVe et XXe siècle, certaines traditions de l'âge du fer ressurgissent. Les aristocraties gauloises reprennent le pouvoir localement, recréent des structures qui rappellent les oppidas. Les guerriers à cheval redeviennent essentiels dans un monde où l'autorité centrale faiblit. La cavalerie lourde médiévale doit beaucoup aux cavaliers gaulois de l'âge du fer. L'âge du fer a duré près de 8 siècles en Gaule, de 800 à 50 avant notre ère. Ces 8 siècles ont vu une société paysanne dispersée se transformer en une civilisation urbaine sophistiquée. Le fer, ce métal plus dur, plus disponible que le bronze, a servi de catalyseur à cette transformation. Les outils en fer ont augmenté la productivité agricole, permis de nourrir plus de bouches, libéré de la main-d'œuvre pour d'autres activités. Les armes en fer ont changé la nature de la guerre, créé une aristocratie militaire puissante, favorisé l'émergence de chefs capables de mobiliser des armées importantes. La cavalerie montée, rendue possible par les innovations techniques de l'âge du fer, a dominé les champs de bataille pendant des siècles. Les oppidas, ces villes fortifiées qui surgissent à la fin de la période, témoignent d'une capacité d'organisation politique et économique remarquable. Bibracte, avec ses 135 hectares protégés par 5 kilomètres de remparts, ses milliers d'habitants, ses ateliers produisant en série, prouvent que les Gaulois avaient atteint un niveau de sophistication urbaine comparable à celui du monde méditerranéen. Le commerce à longue distance, facilité par l'apparition de la monnaie, a connecté la Gaule aux grands courants économiques de l'époque. Les amphores de vin italiens retrouvés jusqu'en Bretagne, les objets gaulois découverts en Italie et en Grèce, montrent l'intensité de ces échanges. La Gaule n'était pas un monde barbare isolé, mais un partenaire commercial actif. La conquête romaine a mis fin brutalement à la Gaule indépendante, mais elle n'a pas effacé l'héritage de l'âge du fer, les techniques, les traditions. L'organisation sociale créée pendant ces 8 siècles ont survécu sous des formes adaptées. La Gaule romaine, puis la France médiévale, ont hérité de ce passé celtique. Aujourd'hui encore, quand on traverse le Morvan, quand on visite les ruines de Bibracte, quand on observe dans les musées ces épées magnifiques, ces bijoux sophistiqués, ces pièces de monnaie finement gravées, on mesure l'ampleur de la transformation opérée pendant l'âge du fer. Une révolution technique a créé une révolution sociale, politique, économique. Le fer a forgé la Gaule.